Très heureux de vous retrouver dans le hall 3, porte de Versailles, en direct du Mondial de l'Automobile et toujours sur Mobility TV. Vous savez, on vous accompagne du lundi au dimanche entre 13 h et 16 h. Nos invités, nos tables rondes, les débats bien sûr et les meilleurs experts pour évoquer tous les sujets de la mobilité et de l'automobile bien sûr, avec un sujet aujourd'hui éminemment important, très important, qui va être au cœur de notre société et de notre quotidien dans quelques instants. Ce sont les voitures électriques, le fameux 100% électrique, néanmoins avec ses écueils. Est-ce que c'est la panacée? On en parle avec nos invités. Patrick Pellata est avec nous. Bonjour Patrick Pellata, Métastratégie Consulting, merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, François-Xavier Pietri. Bonjour François-Xavier, journaliste et auteur de cet ouvrage que je vous recommande. Voitures électriques, ils sont devenus fous. Édition de l'Observatoire. C'est très intéressant puisque ça va nous permettre de débattre. Est-ce que le tout électrique est une hérésie ou est-ce qu'au contraire il est nécessaire et inéluctable? On en parlera avec vous dans quelques instants, avec Patrick Pellata et avec Alexandre Marian également. Bonjour Alexandre Marian, directeur associé d'Alix Partners. Avant de rentrer plus avant dans le débat et peut-être de voir quels sont les défis du 100% électrique, quels pourraient être les écueils du 100% électrique vers lequel on se dirige, votre définition, Patrick Pellata, le 100% électrique est inéluctable, il est nécessaire, il est vital pour l'économie de la mobilité? D'abord, ça ne veut pas dire grand-chose 100% électrique, parce que quand on veut démolir le véhicule électrique, on commence par dire 100% véhicule électrique. Donc moi, je ne joue pas ce jeu-là. Le jeu qui est en train de se jouer, c'est qu'il faut décarboner le trafic routier, en commençant par le plus facile, qui sont les voitures. Et en commençant par le plus facile, qui sont les voitures qui font du commuting, qui font l'essentiel des émissions CO2, au moins dans les pays développés, et ça commence à être la même chose dans les pays en voie de développement. Donc c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura d'autres solutions? On verra. La technologie, c'est comme ça ne se prévoit pas très longtemps à l'avance. Mais pour l'instant... Il y a des alternatives quand même. Alors pour l'instant... L'hydrogène. Alors l'hydrogène, on peut en parler très vite. On va en parler très vite. Pour faire de l'hydrogène, d'abord, aujourd'hui, 97% de l'hydrogène sur la surface de la planète, il est fait en émettant du carbone. Et si vous mettez cet hydrogène-là dans une voiture, vous émettez plus... C'est l'hydrogène vert qu'il faut utiliser. Alors l'hydrogène vert, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Il y en a très peu. Il y en a très peu, voilà. Bah oui, et il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Les émissions totales de l'hydrogène aujourd'hui, c'est les mêmes que celles de l'aviation commerciale. C'est 2,5% des émissions CO2 sur la planète. Et donc, pour décarboner l'hydrogène, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Il y a l'électrolyse. Alors, quand vous prenez de l'électricité, de l'eau, transformée avec électrolyse, vous faites de l'hydrogène, vous compressez, vous transportez, vous recompressez, vous faites passer dans une pile à combustible et enfin vous arrivez à un moteur électrique parce que ça reste un moteur ça reste des voitures électriques. Vous avez consommé 3 fois plus d'électricité que si vous faites le même chemin en passant par une batterie. Et donc la question c'est est-ce qu'on a tant d'énergie, d'électricité propre que ça pour aller le faire dans l'hydrogène? Et si on en avait, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, d'abord on décarbonerait l'acier. Parce que quand on décarbone l'acier, l'hydrogène, c'est excellent. Hein, on réduit l'oxyde de fer et on a un très bon rendement là. Meilleur qu'aujourd'hui en brûlant du coke. Donc l'essentiel, c'est la décarbonation, si j'ai bien compris. Exactement. Mais ce n'est pas absolument le 100% électrique à tout crin. Mais pour l'instant... Mais on est obligé, inéluctablement, on est obligé d'y arriver. Bah, pour l'instant, c'est la seule chose qui se vend. C'est la seule. Non, non, d'accord. Cette année, là, on va faire à peu près sur la planète 8,5 millions à 9 millions de voitures électriques. Et je ne pense pas qu'on fasse 8000 voitures hydrogène. Probablement 1 pour 1000. En France, sur le premier semestre, là, c'était 260. Sur un marché de... allez, un petit peu moins d'1 million de voitures sur les 6 premiers mois de l'année. François-Xavier Pietri, votre ouvrage Voitures électriques, ils sont devenus fous. Pour vous, déjà en 2035, plus de voitures thermiques. Donc voilà pourquoi on se dirige vers l'électrique. Pour vous, c'est une absurdité. C'est ce que vous dites en tout cas dans le livre. C'est le point de départ. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'on nous dit 2035, on interdit les voitures thermiques. Donc aujourd'hui, la seule solution apparente, en tout cas, c'est l'électrique. Donc c'est pour ça qu'on parle du 100% électrique, jusqu'à preuve du contraire. Moi, ce qui m'a...
je vais vous dire comment j'ai commencé cette enquête. Un été, je me suis retrouvé chez moi en Corse, et j'ai loué une voiture, et je suis arrivé chez mon loueur, et là j'ai vu une queue, et cette queue, en fait, des gens avaient loué des Clio, et des Clio essence ou diesel, et on leur imposait de partir en Zoé électrique. Et donc ces gens se sont retrouvés instantanément propulsés dans les montagnes corses avec 35 degrés. Je vous donne déjà l'idée de la batterie, de la contenance de la batterie, voilà, et avec pratiquement 0 point de recharge, etc. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire ce qu'on est en train d'imposer en quelque sorte à une poignée de touristes corses. On se prépare à l'imposer à 450 millions d'Européens. Alors, qu'est-ce que ça pose? Je ne suis pas contre l'idée de décarboner, je ne suis pas un ayatollah du thermique, pas du tout, au contraire. Hein. Ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur le sujet, c'est le nombre de sujets que ça pose. D'abord, on va opposer les riches aux pauvres. Ce qui, moi, me choque profondément. Aujourd'hui, une voiture électrique, ça coûte 50% plus cher. Pardon de prendre là encore une marque que tout le monde connaît. La Zoé prix catalogue, c'est 32 000 euros. La Clio prix catalogue, la première essence, c'est 17 000 euros. Vous avez déjà un écart de 15 000 euros. Donc on vous vend des voitures. Et donc les riches seront les vertueux, les pauvres, ceux qui continuent à polluer. Premier casus belli, si je puis dire. Le deuxième, le risque social. Alors pas les constructeurs. À mon avis, les constructeurs vont très bien s'en tirer parce qu'ils vendent des voitures à très forte marge. Quand on voit aujourd'hui les bénéfices qu'ils dégagent, ça va plutôt pas trop mal. En revanche, les équipementiers, les petits, ceux qui aujourd'hui fabriquent des culasses, je ne sais pas quelle est leur possibilité de reconversion. Les garagistes. Moi, mon garagiste me disait, tous mes clients qui sont passés à l'électrique, ils continuent à venir me voir, mais pour prendre le café, ça ne me fait pas vivre, quoi. Voilà. Les stations-service, bon, voilà. Troisième risque. On se met entre les mains de pays qui dominent aujourd'hui les matières premières. Le cobalt, la Chine via le Congo, le lithium, le triangle d'or, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, les terres rares, la Chine également. Enfin, tous ces sujets-là se retrouvent concentrés. Après, dernier point sur lequel je voudrais terminer, l'électrique. On se disait, avant la crise russe, que c'était une énergie très simple. Il suffisait en gros de brancher son courant et on en avait une énergie stable, facile à avoir et pas chère. On s'est aperçu que ce n'était pas si stable que ça, qu'il pouvait avoir des enjeux géopolitiques là-dessus. On s'est aperçu que ça pouvait être cher. Juste un exemple, sur les bornes de recharge rapide, le tarif moyen du kilowattheure a triplé en 2 ans. Alors je veux bien que ce soit donné. 100 km en Zoé sur une autoroute, sur une borne de recharge sur autoroute, c'est 15 euros. En Clio essence, c'est 10 euros. Donc voilà, ça pose un certain nombre de problèmes que je trouve on a un peu facilement édulcoré et laissé de côté. Selon vous, on est allé un peu trop vite en besogne, peut-être. C'est ça qui me choque. D'abord, c'est le côté La binaire. transition aurait pu se faire peut-être de manière plus douce. 10 ans, c'est ridicule pour un changement social, aussi sociétal, brusque, aussi important. Je comprends. Alexandre Marion, votre point de vue, votre sentiment. C'est vrai que le prix des voitures, en effet, mais il y a aussi, dans ce cas-là, des enjeux environnementaux. L'écologie, est-ce qu'on a la garantie qu'une voiture électrique est beaucoup plus propre qu'une voiture thermique? Alors, en fait, on peut dire qu'il faut regarder toutes les composantes. Et quand on regarde du puits à la roue, un véhicule électrique apparaîtrait plus propre. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde finalement tous les éléments de la fabrication, bon, bah ça, aujourd'hui, on n'en est pas sûr aujourd'hui et ça pose de nombreux problèmes. L'autre point aussi, c'est qu'en fonction des pays où les véhicules électriques sont utilisés, l'importance du mix énergétique fait que, en fait, c'est pas sûr qu'on ait un retour sur l'investissement. Mais quoi qu'il en soit, on sait que c'est l'outil, comme le disait Patrick Pellata plus tôt, on sait que le véhicule électrique, c'est l'outil pour permettre de décarboner la mobilité. Donc, quoi qu'il en soit, c'est très difficile de revenir en arrière, ce sera très difficile de dire on va tout arrêter. Ce qu'il faut voir, c'est la vitesse à laquelle on va. Et toutes les régions du monde ont prévu de passer à la transition vers le véhicule électrique. Donc nous, notre étude, c'est de dire à horizon 2028, l'ensemble des véhicules électriques vendus, il y en aura un tiers qui seront électrifiés. À horizon 2035, il y en aura plus de la moitié. Et sur l'Europe, on peut atteindre presque les 100%. En Europe, on sera à 85%, 100%, on verra en fonction de ce qui est décidé. C'est énorme. Et c'est énorme. C'est énorme.
Donc la réalité, c'est que toutes les régions du monde font cette transition à différentes vitesses. Ce qui était intéressant, c'était de dire aussi, bon, bah, ça va impacter les constructeurs, ça va impacter les fournisseurs. C'est vrai que tous les fournisseurs ne sont pas impactés de la même manière. On avait fait tout un travail, toute une étude avec la plateforme de la filière automobile pour voir quels secteurs étaient les plus impactés. Et évidemment, tout ce qui concerne le véhicule thermique, leur revenu, leur chiffre d'affaires va baisser de manière drastique, jusqu'à 50% pour certains. Donc, plus on va vite, plus ça va être difficile socialement. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur la vitesse à laquelle on va. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, dans le cadre de la transition européenne, de dire, bon, bah, refaisons le point à horizon 2026-2027 pour voir quel est l'état des lieux de la situation. Bien sûr. Mais bon, sur le dernier point sur lequel je veux insister, c'est que le véhicule électrique, aujourd'hui, il y a 3 sujets pour les consommateurs. Il y a le prix, il y a l'autonomie et il y a l'infrastructure. Ces 3 sujets-là, c'est Qu'est-ce que vous appelez l'infrastructure? Les bornes de batterie? Les bornes de recharge. De recharge? Les bornes de recharge et aussi le fait de pouvoir se charger ou pas à la maison. Parce qu'en fait, souvent, on oublie, on aime bien dire « Ah oui, quand je prends ma voiture, il faut que je me charge sur une borne de recharge, les autoroutes vont être bondées ». Ce n'est pas tout à fait le cas d'utilisation majeur. C'est un cas d'utilisation qui est très, très précis lorsqu'on fait de la route. Et donc, quand on a beaucoup d'utilisation personnelle, se charger à la maison, c'est finalement très pratique. Et il y a beaucoup de gens qui sont ravis de ne plus jamais aller à la pompe à essence, sans vouloir faire de commentaires sur ce qui se passe en ce moment. Mais bon, le dernier point, et là, c'est là où je pense que votre question plutôt était intéressante sur l'hydrogène et sur le point que Patrick Pellat a soulevé, qui est la décarbonation et l'utilisation. Pour un certain nombre de cas d'usage et aussi d'utilisation, par exemple les véhicules utilitaires, et on a un certain nombre de véhicules utilitaires à hydrogène là-bas. Alors il n'y a pas beaucoup de volume, mais par contre, ça peut beaucoup aider à décarboner la mobilité avec d'autres sources qui ne sont pas uniquement électriques. On a bien compris que c'est la décarbonation qui est au carrefour de ce sujet. Patrick Pellat, si on s'attarde un tout petit peu sur le prix, combien ça va coûter pour le consommateur, pour l'usager, pour l'automobiliste, mais également pour tous les intermédiaires dans cet écosystème? Est-ce que c'est le prix à payer justement pour arriver à une vraie bonne décarbonation et répondre à tous les enjeux environnementaux? Bon, d'abord, je vais vous répondre très simplement. Déjà, sans la batterie, une voiture électrique, c'est moins cher qu'une voiture thermique et de beaucoup. Donc, il reste le prix de la batterie. Le prix de la batterie, on est descendu aujourd'hui. On est à des prix, à des coûts. Donc, les constructeurs automobiles achètent des batteries autour de 100 € le kilowattheure. Donc, si vous prenez une batterie, une petite batterie qui est suffisante pour un commuteur, ça va, on va dire de 40 kWh par exemple. Et il y a des voitures qui sont vendues aujourd'hui à 40 kWh. Il y a même une Renault Mégane qui est vendue à 40 kWh. Ça fait 4 000 €. Ça fait 4 000 €. Cette batterie, on peut la louer. Et en lease, on va pouvoir l'amortir sur plus que la durée de vie de la voiture, parce qu'une batterie, à la fin de vie de la voiture, c'est encore une longue vie devant soi, comme stationnaire. Et ça peut se revendre, donc, comme batterie stationnaire. Ça peut se garder combien de temps, une batterie? On peut la conserver combien de temps? Quelle est sa durée de vie? Une batterie, ça peut être chargé, déchargé 3-4 000 fois. 2000 fois si on les recharge très très vite. Et beaucoup plus. On ne sait pas vraiment encore, parce que dans la vraie vie, ce qu'on sait, c'est qu'elles se dégradent moins vite que quand on les a testées sur banc. Donc il y aura une deuxième vie. Et ça veut dire que quand on va commencer à les louer, quand on va commencer à faire des petites voitures, parce que les constructeurs automobiles, à part Renault avec la Zoé, mais là c'était un précurseur, vendent des voitures, ils ont démarré par le haut, parce que c'est assez classique, une technologie au début, c'est plus facile de la faire compliquer, on descend. Aujourd'hui, en Chine, il y a 20 à 25% des voitures qui sont vendues en dessous de 20 000 €. Donc ça veut dire que c'est possible. Et ça, ce que je peux vous dire, c'est... Donc vous prenez une voiture moins chère qu'une voiture thermique. Vous prenez un Sandero, 12-13 000 €. Vous rajoutez un prix de la batterie, on va dire 4 000 €, ça vous fait 17 000 €. Moins de 20 000 €. On va dire 20 000 €. Voilà. Maintenant, si vous les louez, si vous faites un lease, là, la batterie, vous pouvez récupérer de la valeur à la fin. Et aujourd'hui, les voitures électriques, elles sont massivement vendues en lease. J'en profite pour faire un petit point sur une des promesses de Macron c'était de subventionner des leases pour des ménages modestes. Et ça, c'est vachement bien, y compris sur du véhicule électrique d'occasion. Il y a des primes également pour accompagner les consommateurs. Oui, mais ça, c'est pour des véhicules neufs. Et bon, sur des véhicules neufs, sur un... Oui, mais c'est important de le préciser. Et ça veut dire que l'État aussi est en train de se mobiliser pour favoriser cette filière.
Non, il favorise la décarbonation. Oui. Non, je vais revenir Par un petit peu l'électrique. sur Par la vitesse. l'électrique. Ouais. Oui. Non, il favorise. Non, les normes européennes, elles sont sur les émissions CO2. C'est pas sur le véhicule électrique, c'est sur les émissions CO2. Je suis bien d'accord. Mais ça passe par l'électrique. Oui, c'est parce ce que vous qu'aujourd'hui, nous avez dit tout à l'heure. oui. Donc cela favorise, pour l'achat d'un véhicule électrique, il y a des primes. Non, mais Patrick Bellata, pour les consommateurs. Oui, bien sûr. Donc, Ce que fait l'État en ce dont moment. acte. Non, mais il faut revenir au problème numéro 1 quand même. Quand vous parlez de vitesse, le GIEC, là, donc le groupement de scientifiques mondiaux là, qui fait les prévisions, les simulations, etc., sont très très clairs. On est parti pour dépasser largement 2 degrés. On peut encore faire 1,5 degré d'augmentation de température moyenne de la planète, ce qui est déjà énorme. Hein. On est à 1,1 degré aujourd'hui, 1,2 degré, et il y a déjà des catastrophes partout dans le monde qui sont déclenchées. À 1,5 degré, ça va être pire. Et on sait qu'après 1,5 degré, il y a plein de trucs qui divergent. Ça va être bien, bien pire. Et les simulations les plus optimistes qu'ils font, il faut réduire en 2030 les émissions CO2 qu'on fait de l'ordre de 40%. Et ça, c'est le plan de l'Europe. Et c'est le plan de l'automobile. Et donc, vous pouvez dire, ça va trop vite. Sauf que si on ne fait pas ça, on va Dans le mur. Oui, exactement. On va dans le mur pour le climat. Et donc, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il est urgent de s'y coller. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est violent dans l'automobile, mais ça va arriver dans toutes les industries. Voilà pourquoi Ça se voit moins. ça semble un peu brutal, en Oui, effet. mais parce que c'est Mais il faut imposé. que tout le monde l'accepte. Alors, vous avez un autre secteur qui bouge énormément, c'est la production d'électricité. Ça se voit moins. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de plus d'électricité. Et donc, aujourd'hui, on ajoute des choses. On va fermer des centrales à charbon en France, mais 2-3 parce qu'on est, Oui. on est très, très nucléaire pour l'instant, on les garde. On va peut-être les rouvrir cet hiver si jamais il y a des coupures d'électricité. Elles ne sont pas encore fermées, Non, justement. d'accord, Mais enfin, il n'y en a que 4. Celle qui est à Cattenom, je crois, et a été fermée, elle Voilà. pourrait être rouverte. Mais donc, aujourd'hui, c'est une industrie dans laquelle on rajoute des capacités. Alors que dans l'automobile, dans les pays développés comme le nôtre, on va remplacer D'accord. des choses. Et donc, ça fait mal. C'est vrai. Mais au lieu de dire ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, il faut dire ok, on travaille pour faire des solutions. Moi, ma carrière d'ingénieur, en tout cas les 20 dernières années, je les ai passées à faire ça. Je comprends. Et je pense qu'il faut le faire ça Mais dans toutes les on industries. peut comprendre François-Xavier Pietri aussi quand, dans son ouvrage, il exprime la douleur. Ça fait mal, ça fait mal. La douleur des Français quand ils vont être obligés, parce que c'est ça, François-Xavier Pietri, obligé de passer à l'électrique pour la décarbonation. Je voudrais revenir sur quelques points. Moi, ce qui me choque, c'est d'abord qu'il n'y ait que la voiture aujourd'hui qui soit ciblée de cette façon-là. C'est quand même assez spectaculaire. Pourquoi? Parce que c'est le plus facile. C'est facile de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique. C'est pas très compliqué. On dit que c'est une révolution industrielle, pas du tout. Pour moi, c'est au contraire, c'est une rétrogradation. Parce que franchement, en termes de recherche et en termes d'évolution, les batteries, c'est facile. Elles nous viennent de Chine, on les a sur un plateau. Hein. Il suffit juste de servir. Même quand Renault lance un projet de Gigafactory à Douai, c'est avec un Chinois. Bon, d'accord, ok, très bien. Envision. Bon. Prenez le micro, Patrick, pour qu'on vous entende. Prenez le micro, Patrick, si vous voulez qu'on vous entende. Donc, Merci. ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, par exemple, la notion du prix. On dit aujourd'hui l'État aide aux primes. 5 milliards sur le quinquennat. Moi, il y a une chose que j'attends un peu au tournant. Aujourd'hui, l'essence, ça rapporte à l'État 40 milliards par an. Quand on sera au tout électrique, j'aimerais bien savoir où on va trouver ces 40 milliards. Où, en gros, on va trouver aujourd'hui le prix de l'essence, c'est 60% de taxes. Le prix d'une facture d'EDF, c'est 30%. C'est l'électricité qui va augmenter peut-être, non? J'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir trouver l'argent. Donc, il faudra bien qu'on le trouve quelque part. Quand on parle de l'électricité et du sujet aujourd'hui global de l'électricité, en Pologne, le mix énergétique, c'est 70% du charbon. 70% du charbon. Donc on va remplir les voitures électriques polonaises avec du charbon. Donc je veux bien que ce soit une avancée extraordinaire, mais franchement, je me pose la question. Nous-mêmes, on a aujourd'hui un parc nucléaire qui est à 50% de ses capacités, qui est revenu 35 ans en arrière. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus dangereux et risqué qu'on ne le pense. La situation actuelle, où en gros on fait notre plein aussi avec du gaz russe et du charbon français, pose un certain nombre de questions.
Donc ces questions-là, je suis tout à fait d'accord sur le chemin, je suis tout à fait d'accord sur la route qui est prise. On a parlé tout à l'heure de l'impact technologique d'une batterie. Enfin, on ne peut pas quand même passer sous silence ce qui se passe avec le cobalt au Congo. Enfin, je veux dire, je veux bien, mais 120 000 tonnes de cobalt viennent du Congo. Sur 160 000 tonnes, 80% de la production mondiale, maîtrisée essentiellement par les Chinois, ça pose quand même question. Et la fin de vie de la batterie aussi, même si elle est plus ou moins longue, la fin de vie de la donc batterie. je veux bien que tout soit merveilleux, tout soit vert, tout soit de la couleur que vous voulez. En attendant, il y a des réalités qui se posent à nous, d'autres réalités qui ne sont pas celles. Bien sûr. Alors Alexandre Marion, et après je vous céderai la parole. Patrick Pellata, j'aimerais entendre Alexandre Marion sur ce sujet. Non, je pense qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il faut revenir en arrière. Je pense que c'est de toute façon illusoire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les investissements de tous les constructeurs automobiles dans le monde, et que ce soit les Chinois, les Français, les Allemands, les Américains, on a fait le calcul, nous on a regardé ce qui se passerait dans les 5 prochaines années. Il y a plus de 500 milliards d'investissements associés aux véhicules électriques. Alors d'une part, j'ai envie de dire, c'est pas aussi facile ni trivial que ça. 500 milliards d'investissements, c'est pour une raison, et c'est compliqué de faire de la transition. Il faut investir, lancer des programmes, avoir des batteries, des véhicules qui soient performants. Et puis, quand on investit autant d'argent, juste pour mettre ça en perspective, c'est plus de la moitié des investissements en recherche et développement de tous ces constructeurs automobiles. Donc lorsqu'on met ça en perspective, ça veut dire que la transition électrique, elle est inéluctable. On n'a pas le choix. On a investi un certain montant, il faut que le retour sur l'investissement soit là. Et nous, ce qu'on pense, c'est que malgré tout cet investissement-là, il y en a qui vont réussir et il y en a qui vont se planter. On ne sait pas lesquels. Je ne vais pas vous dire lesquels, je ne saurais pas répondre à ça. Sinon, je ne serais pas ici. Mais en tout cas, il est clair qu'on peut choisir d'essayer de ralentir la marche. Je pense que c'est illusoire et je pense qu'il faut vraiment essayer de se positionner le mieux possible pour en profiter et pour positionner les constructeurs face à ça. Parce que de toute façon, il faut décarboner la mobilité. Après, il y a également la vie de tous les jours. Alors, l'aspect économique, on en a parlé, le prix des voitures. Très bonne démonstration de Patrick Pellata qui finalement nous explique que ce n'est pas aussi cher que ça, ou en tout cas beaucoup plus cher qu'une voiture thermique, avec pourquoi pas le leasing sur les batteries ou sur la location. Néanmoins, pour l'utilisation, Patrick Pellata, il y a les bornes rechargeables, les bornes de recharge pour les batteries. Il va falloir les fabriquer. Il y a un coût, il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui pour qu'on puisse aller vers un 100% électrique. Je regarde notamment un classement, Paris, nous sommes à Paris, porte de Versailles, Paris est dans le top 10 des pires villes européennes qui manquent de bornes de recharge. 9e. Il n'y a que Budapest qui est pire que Paris. 0,16 au kilomètre carré. 4000 bornes seulement pour Paris, pour l'électrique. Est-ce que c'est viable? Quel investissement il va falloir accorder pour pouvoir circuler avec l'électrique au quotidien demain? Donc ça, c'est des choses qui se font. C'est pas suffisant. C'est clair qu'aujourd'hui, les deux choses qui ralentissent parce que le véhicule électrique, il pourrait aller encore plus vite, parce que les gens sont contents. Quand ils en ont, ils sont contents et ils veulent renouveler. Les enquêtes d'opinion sont incroyables sur les gens qui en ont. C'est vraiment... chez Renault, c'est des taux de satisfaction que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc la question de la recharge d'un côté et le prix, j'ai répondu, ça va descendre quand on va s'y coller vraiment pour faire des voitures d'entrée de gamme, qui existent dans d'autres pays. Il faut faire un petit peu attention parce que si les constructeurs automobiles européens ne font que du moyenne gamme, haut de gamme, ils laissent le champ ouvert aux Chinois et un jour ça peut faire mal. Mais Renault va faire la petite R5 autour de 20 et quelques mille euros avec la prime en dessous des 20 000 euros. Et la remplaçante de la R4, je ne connais pas son prix, ils n'ont pas parlé, mais la R5, ils en ont parlé. Mais il faudra recharger, Patrick Pellata. Alors les recharges, c'est un truc qui avance péniblement avec des initiatives privées qui marchent pas mal et des initiatives publiques qui ont du mal. Il y a des endroits, il y a des villes, il y a des territoires même en France avec des syndicats qui créent ces bornes et où ça se passe bien. Et à d'autres endroits, il y a pire que Paris. Si vous allez à Lyon, c'est une catastrophe. Géré par des écolos, mais c'est une catastrophe, la recharge dans Lyon. J'espère que ça va vite changer. Mais il y a 2 jours, l'Allemagne a décidé 6 milliards d'euros d'investissement sur les bornes pour avoir
1 million de bornes de recharge en Allemagne en 2030. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que vous dites ça va très vite, mais mettre 25 ou 30 ans pour passer de 0% à 100%, on a fait un peu plus vite sur le smartphone, on a fait un peu plus vite sur les machines à laver, etc. Hein, donc c'est des choses on est sur un rythme qui est rapide pour l'industrie, mais qui somme toute n'est pas si rapide que ça sur le parc. Bien le sûr. parc complet. Et donc, moi, je suis assez confiant que ça va suivre, mais c'est aujourd'hui les deux pain points, c'est ça. Les voitures sont encore trop chères parce que trop haut en gamme. Et il manque des bornes de recharge en l'état. Et donc, vous pensez qu'on peut se projeter sereinement, François-Xavier Pietri? Pour revenir simplement sur les bornes de recharge, moi, il y a un sujet que je trouve incroyable. Il y a aujourd'hui en France 700 opérateurs différents de bornes de recharge et 1300 contrats. C'est de la folie, c'est-à-dire que quand vous voulez aller recharger votre voiture, vous avez intérêt à avoir la bonne carte d'abonnement, abonnement que vous payez d'ailleurs tous les mois. Vous avez intérêt enfin, en tout cas, n'espérez pas payer juste comme ça avec votre carte bleue. C'est pas possible. Donc, on est dans un. Alors, évidemment, tout ça va se résorber avec le temps. Tout ça il va y avoir des grands nettoyages. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, plus le temps passe et moins il y a de bornes de recharge, paradoxalement, par voiture. Parce qu'on vend plus de voitures électriques et les bornes ne suivent pas. Donc il y a juste un vrai sujet. Sur le prix de la voiture, moi j'ai quand même un doute. Quand on a dans les batteries des matériaux aussi tenus que le lithium et cobalt, il n'y a qu'à voir les évolutions du prix du lithium ces derniers mois, c'est plus 500%. Donc il y a un sujet, je veux bien que le prix de la batterie vienne à baisser. À un moment donné, il faudra aussi que les composants de la batterie baissent et il n'y a pas des ressources infinies sur ces matières-là. Donc c'est un sujet. Donc vous voyez, voilà. Ça vous fait bondir, Patrick oui, Pellata? Ça me fait bondir parce Pourquoi? que, comment dire, on peut récupérer tout ce qu'il y a de difficile dans la transition, et Dieu sait s'il y en a, et faire un tableau extrêmement noir de cette transition. Et on peut faire l'inverse, qui est de dire à chaque problème, on cherche des solutions. Et je vais vous répondre. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. Non, mais enfin, parce est-ce qu'on peut mener une transition sérieuse avec cet adage? Alors sur le lithium, prenons cet exemple-là. Le lithium, d'abord, il n'y en a pas que dans le triangle d'or, le lithium, il y en a quasiment partout. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. À quel prix écologique on le retire? À quel prix écologique on le... Mais une tonne de lithium, 1 million de litres d'eau. Mais non. Vous croyez qu'on peut faire ça en Europe? Mais non. Mais non. Eramet exploite en ce moment. Allez poser la question au Chili, vous allez voir. En Argentine, c'est le même secteur. Je connais Eramet parce que c'est une exploitation moderne et que dans cette exploitation moderne, on recycle l'eau en question. C'est-à-dire qu'ils prennent des saumures, ils enlèvent l'eau et ils remettent l'eau dans le sol. Donc on sait faire. Qu'est-ce qui s'est passé sur le lithium? Pourquoi le prix il est si élevé? En 2020-2021, vous savez tout ce qui s'est passé. Les investissements des groupes miniers se sont écroulés. Et ils ont cru que le véhicule électrique, comme le reste de l'automobile, allait s'écrouler. Et le véhicule électrique, il ne s'est pas écroulé du tout, ni en Chine, ni en Europe. Et il faut 3 ans à peu près pour mettre en œuvre une exploitation de lithium. Donc vous avez des investissements qui s'arrêtent, vous avez une demande, les batteries qui continuent d'augmenter, et ben vous vous retrouvez avec un décalage important offre-demande, les prix montent, et ce que je peux vous dire, c'est que dans 2 ans, les prix du lithium, avec tout ce qui est en train de se mettre en exploitation en ce moment, ça va redescendre au niveau où c'était avant. Alors c'est le moment peut-être de miser sur le lithium ou d'investir sur le lithium si dans 2 ans ça va baisser. Donc voilà le conseil de Patrick Pellata, n'hésitez pas à investir éventuellement. C'est l'inverse. Non, mais fallait investir en 2020. Oui, d'accord. Donc ça va augmenter, ça va pas baisser. Non, ça va baisser. Le lithium le prix du lithium va baisser dans 2 ans à peu près parce que ça se met en exploitation. Donc si vous avez des actions dans le lithium, il faut les vendre. Il faut les vendre. Exactement. S'il y a une pénurie des matériaux, Alexandre Marian, si jamais toutes les matières premières dont on parle, les matériaux dont on parle pour concevoir les batteries, parce qu'on a beaucoup parlé de pénurie ces derniers temps, s'il y a une pénurie, on fait comment pour les batteries? S'il y a une pénurie, le prix des batteries va augmenter. Mais ça, comme l'a expliqué Patrick Pellata, on peut pas en fabriquer peut-être aussi. On pourrait se retrouver. Alors, c'est pas qu'on pourra pas en fabriquer, c'est que la capacité de fabrication sera limitée, comme la capacité de fabrication de véhicules en ce moment est limitée par la pénurie de semi-conducteurs. Donc finalement, les productions sont toujours limitées par le goulet d'étranglement. Donc une crise va succéder à une autre crise. Alors justement, c'est exactement le point que Patrick Pellata disait, c'est-à-dire que dans 2 ou 3 ans,
selon le matériau dont on parle, donc que ce soit pour le lithium, que ce soit pour le cobalt. Il y a beaucoup de partenariats qui sont développés et il faut vraiment s'assurer que l'offre et la demande se suivent. Souvent, quand on a une peur d'une pénurie, ce qui se passe, c'est que les prix augmentent et puis d'un seul coup, tout le monde se jette sur le marché et les prix s'effondrent. Après, cela étant dit, il y a quand même un point qu'on a un petit peu occulté, c'est qu'en ce moment, il y a de l'inflation sur toutes les matières. Donc, nous, encore une fois, on a fait le sujet. Dans un véhicule thermique environ, avant le Covid, vous aviez 1 500 $ de matières premières. Aujourd'hui, après avoir vécu un pic à 3 000 $ de matières premières juste au moment de la crise russo-ukrainienne, on est baissé à 1 900 $ environ. Ça, c'est pour un véhicule thermique. Pour un véhicule électrique, si vous prenez toute la matière d'un véhicule électrique, c'est-à-dire la partie batterie et la partie véhicule, vous avez à peu près le double de matières premières. Et on est monté jusqu'à 7 000 $. Et aujourd'hui, on est à plutôt 5 000 $ de matière. Et cette matière-là, il y a un moment où elle est répercutée tout au long de la chaîne de valeur. Et ça, c'est répercuté à la fin sur le prix client. Mais ça devrait, comme l'explique très bien Patrick Pellata, ça devrait baisser à horizon 3-4 ans si l'offre correspond à la demande, et ça devrait baisser au prix correspondant au coût de production. Juste un dernier tour de table, puisque le temps qui nous est imparti va s'achever dans quelques instants. Est-ce que ce sont les Asiatiques, les Chinois notamment, qui sont avantagés dans ce marché autour des batteries, Patrick Pellata? Ceux qui sont avantagés, c'est ceux qui ont démarré les premiers. Dans toutes les transformations, c'est comme ça. Donc en ce moment, c'est les Chinois. Je rappelle que Renault et Tesla et Nissan avaient démarré avant les Chinois. Et que par contre, le gouvernement à l'époque de Sarkozy a considéré que ce n'était pas très important la voiture électrique. Et donc on a arrêté les programmes sur les bornes. Une usine de batterie qui était prévue en France, on a dit finalement c'est pas si important que ça. Et que finalement on a pris 7, 8, 10 ans de retard. C'est bien dommage. Je pense maintenant qu'on peut rattraper tout ça. Je pense que c'est pas la messe n'est pas dite et l'Europe a pris des décisions qui vont permettre de relocaliser et les batteries et les voitures électriques en Europe. C'est pas du protectionnisme à l'américaine parce que les Américains ils font c'est intégration obligatoire. En Europe, on limite l'empreinte CO2 des batteries et des voitures. On impose un taux de recyclage, etc., etc. Toutes choses qui vont faire qu'il faudra faire les batteries en Europe, ça c'est certain. Et il faudra faire une grande partie des voitures électriques aussi en Europe pour les mêmes raisons. Et résister, Alexandre Marian, aussi à l'arrivée sur le marché européen et notamment en France. C'est déjà le cas d'ailleurs, puisque nous on a reçu sur ce plateau des diffuseurs, des concessionnaires qui vont vendre des voitures électriques chinoises qui arrivent sur le marché, qui étaient inconnues chez nous il y a encore quelques mois. Donc il faudra aussi résister à ça. Ouais. Et juste pour encore une fois insister sur le sujet des batteries, quand il y a de la pression aussi sur les prix et sur les coûts, il y a également du développement de nouvelles technologies. Il faut évidemment être le premier sur le marché pour capturer le marché, mais il peut toujours y avoir des innovations de rupture ou même des adaptations. Donc aujourd'hui, les principales batteries qu'on voit, c'est des batteries type nickel, manganèse, cobalt. On voit qu'il y a eu beaucoup de développement des batteries low cost type LFP, parce que ça permet de résoudre une certaine partie de l'équation économique. Et on pense, alors pas tout de suite, plutôt à la fin de la décennie, qu'il y aura des nouvelles types de batteries type solid state, avec d'autres matières premières qui permettront également de résoudre ce challenge. François-Xavier Pietri, je vous laisse le mot de la fin. À l'arrivée, c'est ce que vous dites aussi en filigrane dans votre ouvrage, ce sont les Français, ce sont les ménages qui vont payer l'addition, quelle que soit la transition et quelle que soit la manière dont on s'y prend. D'une manière ou d'une autre, ils vont forcément payer. Ils contribuent déjà à payer, puisque les aides gouvernementales qu'on a, les 5 milliards dépensés en un quinquennat, il faut bien les prendre dans la poche de quelqu'un. Donc en l'occurrence, c'est celle des contribuables. Après, sur l'arrivée des Chinois, il faut effectivement pas... Voilà, on a aujourd'hui un marché européen qui, en quelque sorte, s'est complètement ouvert. On avait une barrière technologique qui, aujourd'hui, est tombée, on a laissé tomber d'une certaine façon, celle du moteur thermique. OK, c'est un choix. Alors après, on dit on va être capable de rattraper tout ça par des investissements massifs, etc. Je constate juste, comme vous le disiez à l'instant, que nos concurrents sont présents sur ce marché-là depuis des années et des années, qu'ils ont des coûts de fabrication qui sont très amortis, un marché intérieur de 28 millions de véhicules qui leur permet aujourd'hui de proposer des véhicules dont on se doute qu'ils vont être beaucoup moins chers que les nôtres. Alors je veux bien qu'on aborde ça avec le sourire et avec gaieté. Très bien, allons-y. Ça va demander des efforts très importants
à nos constructeurs. Je pense qu'eux sont en capacité de relever ce défi. Je suis moins sûr sur le reste de la filière. Merci à tous les trois. François-Xavier Pietri, voitures électriques, ils sont devenus fous. Je vous recommande l'ouvrage, édition de l'Observatoire. Merci François-Xavier Pietri, merci Alexandre Marian et merci Patrick Pellata. À très bientôt.